Donc je vais présider. Bon, donc alors je vais présenter les intervenants. Jérôme Pomaret, donc de l'université de Paris-Sorbonne, Sorbonne Université, excusez-moi, ex-Paris 4, et mon ami Luca Lobas de l'université de Gênes, qui vont nous expliquer un certain nombre de choses. Si j'ai bien vu le sujet, en fait, on demande ce qu'a demandé Eric à Géraud, c'est de présenter globalement, si vous voulez, une analyse géopolitique de la Méditerranée au moment où finalement les choses vont se passer pour ce qu'on va rencontrer aujourd'hui comme information. C'est-à-dire au moins pour la première moitié du XVIIIe siècle, avant d'attaquer les révolutions de Corse avec Éric, je pense que effectivement on a besoin d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale, et c'est ce que va nous apporter Géraud tout de suite. Bien, merci beaucoup, cher Antoine-Marie. Madame la conseillère exécutive, mesdames et messieurs, chers et chers collègues, avant toute chose, je voudrais très vivement remercier les organisateurs de ce colloque, Madame Isabelle Latour, directrice du musée, et mon ami Éric Mitchell, qui est le coordinateur scientifique de cette manifestation, ainsi que la collectivité de Corse, pour leur invitation et leur accueil à Morosalia. Je suis à la fois très heureux, je dois dire, et très honoré de participer à cette rencontre savante où je retrouve avec grand plaisir et intérêt de nombreux collègues et amis. Alors, il m'a été demandé finalement de parler de ces tumultes qui servent finalement de contexte aux révolutions corses du XVIIIe siècle. Nous avons pris du retard, j'essaierai d'être bref, mais je balayerai finalement la situation géopolitique de cette Méditerranée de la première moitié du XVIIIe siècle, dans laquelle vont surgir, se développer, gagner en ampleur les révoltes qui deviendront révolutions corses du XVIIIe siècle. En effet, les historiens ne se contentent pas de raconter les événements révolutionnaires, ils en cherchent généralement les origines. Et je crois que les origines des révolutions corses se trouvent naturellement dans la spécificité locale, les rapports de pouvoir et de société au sein de la Corse, dans ses relations avec la République de Gênes. Mais ces origines se trouvent aussi, je pense, dans le contexte géopolitique méditerranéen que nous allons essayer d'éclairer. Alors je le ferai brièvement en finalement ciblant avec vous trois moments. Le premier sera le contexte général à l'orée, au début du XVIIIe siècle. Nous verrons comment dans ce contexte, dans un deuxième moment, le démembrement de la monarchie d'Espagne, sur laquelle je vais revenir, a été un facteur d'instabilité durable en Méditerranée occidentale dans la première moitié du XVIIIe siècle. Et nous verrons enfin donc ce qui va sceller aussi l'histoire des révolutions corses, en tout cas provisoirement au XVIIIe siècle, comment dans cette Méditerranée occidentale se dessine progressivement à partir des années 1730, c'est-à-dire au moment même où éclot le mouvement révolutionnaire corse, se dessine progressivement une Méditerranée des Bourbons. Et nous verrons que finalement cette affirmation des Bourbons en Méditerranée va progressivement converger avec l'histoire des révolutions corses pour sceller une sorte de destin commun à partir des années 1760. Et dans ma conclusion, je proposerai d'inscrire l'histoire des révolutions corses dans ce contexte méditerranéen que j'aurais dessiné en montrant comment celui-ci peut être une clé d'explication pour ce cycle de révolte. Alors tout d'abord, mon premier point, le contexte méditerranéen à l'orée du XVIIIe siècle. Alors j'essaierai d'être bref, nous n'avons pas de carte sous les yeux, donc il va falloir faire preuve d'une certaine imagination pour se représenter la Méditerranée dans son ensemble, pendant que je vous la présenterai oralement. Mais ce contexte méditerranéen au XVIIIe siècle, il me paraît se résumer en deux éléments majeurs qui vont informer l'histoire de la Méditerranée occidentale dans cette période. Le premier est un peu loin de nos préoccupations, mais il est essentiel
pour comprendre aussi le contexte de ces révolutions corses. Le premier, c'est le recul de la conflictualité avec les puissances musulmanes en Méditerranée. Le XVIe et le XVIIe siècle ont été marqués en Méditerranée par une série d'affrontements considérables entre l'Europe et le monde ottoman, qui se prolongeaient en Méditerranée occidentale par des affrontements plus sporadiques entre les territoires riverains de l'Europe méditerranéenne et ce que l'on appelait les régences barbaresques, Alger, Tunis, Tripoli, dont les razzias venaient menacer les côtes méditerranéennes et les circulations commerciales. Or, pour des raisons que nous n'allons pas développer ici parce que ça nous entraînerait vers d'autres sujets, en fait, cette menace ottomane et barbaresque est en considérable recul au XVIIIe siècle. Cela favorise en fait l'essor économique du bassin occidental de la Méditerranée à cette période, essor du commerce. Cela en fait favorise aussi l'essor des ambitions européennes en Méditerranée. Dans la mesure où les États européens n'ont plus à s'opposer en fait à la menace turque, eh bien ils vont rivaliser entre eux pour asseoir en fait des formes de domination dans le bassin occidental de la Méditerranée. Autrement dit, paradoxalement, le recul des conflictualités avec la Méditerranée orientale favorise en fait l'essor des conflictualités au sein du bassin occidental. Et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui me paraît structurant sur la période, c'est la question de la succession d'Espagne et de ses conséquences territoriales de longue durée en Méditerranée occidentale. Alors, un petit point sur la succession d'Espagne, je ne vous entraîne pas dans trop de détails, mais il faut avoir à l'idée que, donc, depuis le XVIe siècle, l'Espagne, qui est en fait un empire et qui comprend la péninsule, enfin la partie espagnole de la péninsule ibérique, les colonies espagnoles de l'Amérique, plus tout un ensemble de territoires européens qui appartiennent à l'Espagne à la fin du XVIIe siècle, les Pays-Bas espagnols, le duché de Milan, Naples et la Sicile, les Baléares, donc la Sardaigne, qui sont territoires espagnols. L'Espagne est, depuis le XVIe siècle, dominée par les Habsbourg. C'est l'héritage de Charles Quint qui s'est divisé en deux branches, une branche autrichienne, une branche espagnole. Or, à la fin du XVIIe siècle, cette branche espagnole des Habsbourg s'éteint. Se pose donc la question de la succession d'Espagne et du devenir de cet empire espagnol. Et c'est le règlement de cette succession qui va ébranler durablement la Méditerranée occidentale avec des soubresauts qui vont toucher aussi la Corse. En effet, deux puissances briguent la succession d'Espagne. La France, Louis XIV s'est marié à une infante d'Espagne, Marie-Thérèse, et a récupéré une partie des droits sur la succession d'Espagne. Et de l'autre côté, la maison d'Autriche, les Habsbourg d'Autriche, qui revendiquent aussi naturellement la succession de leurs cousins, les Habsbourg, donc d'Espagne. Cette question de la succession d'Espagne et du devenir des territoires espagnols va marquer l'entrée dans le XVIIIe siècle. En effet, à la mort du dernier roi Habsbourg d'Espagne, Charles II d'Espagne, en 1700, eh bien, s'ouvre une guerre durable qui va opposer les Bourbons, avec l'installation d'un Bourbon sur le trône d'Espagne, le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, aux Habsbourg d'Autriche, qui contestent cette succession en faveur des Bourbons. Habsbourg d'Autriche, appuyé par l'Angleterre, par les Provinces-Unies et une large coalition d'États européens. Cette guerre se joue au début du XVIIIe siècle et c'est le deuxième point que je vais aborder avec vous. Elle aura pour conséquence le démembrement de la monarchie d'Espagne qui va devenir un facteur d'instabilité en Méditerranée occidentale de façon durable. En effet, donc, l'ouverture de la succession d'Espagne provoque une guerre européenne à partir de 1701 qui se prolonge jusqu'en 1713 et à la paix d'Utrecht qui vient tenter de mettre un terme à ce conflit. Alors cette guerre du début du XVIIIe siècle
peu avant, finalement, les premiers soubresauts qui vont agiter la Corse. Cette guerre du début du XVIIIe siècle oppose d'un côté les Bourbons, Louis XIV et son petit-fils devenu roi d'Espagne, de l'autre ce que l'on appelle la Grande Alliance. L'Empire romain germanique avec les Habsbourg d'Autriche, la Grande-Bretagne, les Provinces-Unies et tout un ensemble de territoires. Très vite, il faut bien dire, parce que la coalition des adversaires est immense, les Bourbons cèdent. Progressivement, ils vont perdre un à un les territoires européens de l'Espagne. Les Pays-Bas sont conquis par les Autrichiens, le duché de Milan tombe, Naples et la Sicile, autour de 1706-1707, tombent aussi aux mains des adversaires. Donc progressivement, l'Espagne se trouve démembrée de ses territoires européens. Elle est elle-même envahie par les adversaires des Bourbons. La Catalogne se donne, durant le conflit de la guerre de succession d'Espagne, déjà un peu sécessionniste, se donne aux Habsbourg. Et donc la France elle-même est menacée sur ses frontières. Il faudra toute la résilience du roi d'Espagne, Philippe V de Bourbon, toute sa ténacité pour repousser les dangers qui menacent sa couronne et donc conduire finalement les Bourbons à la table des négociations à partir de 1712-1713. Ce sont les négociations de la paix d'Utrecht qui vont sceller le sort de la succession d'Espagne. Et ces négociations vont opérer en fait un partage des territoires espagnols. En 1713, à Utrecht, Philippe V de Bourbon conserve sa couronne, donc on le confirme comme roi d'Espagne, ses adversaires reconnaissent son avènement, mais en contrepartie, il doit faire de nombreuses concessions. Et parmi ces concessions, il y a l'abandon de la quasi-totalité, à l'exclusion naturellement de la péninsule ibérique, mais de la quasi-totalité des territoires euro-méditerranéens de l'Espagne à ses adversaires. En effet, les Autrichiens, pour finalement compensation de l'héritage qu'ils n'ont pas obtenu, vont récupérer en 1713 les Pays-Bas, le duché de Milan, le royaume de Naples, la Sardaigne. C'est le début d'un rêve méditerranéen de l'Autriche qui, avec ses possessions, se rêve un destin en Méditerranée. Mais le duc de Savoie, qui a été partie prenante à la guerre, d'abord allié des Bourbons, puis tournant kazakh et se ralliant aux Autrichiens, reçoit pour prix de sa trahison, le duc de Savoie, sa capitale est à Turin, reçoit pour prix de sa trahison la Sicile. Autrement dit, s'instaure dans les relations internationales, et nous verrons en conclusion combien cela est important, s'instaure dans les relations internationales à ce moment-là une sorte de volonté de redistribuer les cartes territoriales entre les puissances du moment de manière à maintenir une sorte d'équilibre entre elles. Et finalement, on dispose des peuples et des territoires un peu au gré des accommodements politiques entre les souverains et les dynasties. Autrement dit, vous voyez, la couronne d'Espagne, ces territoires se trouvent redistribués. On donne un petit peu aux Autrichiens, un petit peu au duc de Savoie. Et cette pratique de redistribution territoriale au nom de deux notions qui sont l'équilibre des puissances et les compensations dues finalement aux belligérants, cette pratique va perdurer tout au long de la première moitié du XVIIIe siècle et vient, à mon sens, troubler en fait la notion de souveraineté, ce qui, finalement, par la suite, va être aussi le ferment de la révolution corse. Alors, ce compromis acquis à Utrecht, en fait, ne rapporte pas la paix. Et les décennies suivantes vont être, ce sont ces fameux tumultes méditerranéens évoqués par l'affiche de notre colloque, son thème et par Éric Milcheny, les décennies suivantes vont être marquées en fait par la récurrence des affrontements en Méditerranée occidentale autour donc de cet héritage espagnol que tous se disputent et convoitent. En effet, le roi d'Espagne, Philippe V, n'accepte pas le compromis imposé à Utrecht et la perte de ces territoires. Un ambassadeur vénitien à la cour de Madrid dans les années 1715-1716 raconte combien
encore dans cette période, plusieurs années après Utrecht, la perte des territoires italiens de la monarchie d'Espagne continue à être, je cite l'ambassadeur vénitien, une épine qui crève le cœur de Philippe V. Et de fait, en fait, le roi d'Espagne va aspirer, ambitionner de rétablir sa présence en Italie. Il le fait dès 1717, en attaquant la Sardaigne. L'année suivante, en entreprenant la conquête de la Sicile. C'est-à-dire l'ambition de Philippe V, c'est progressivement de récupérer les territoires perdus de la monarchie d'Espagne. Ces conquêtes sont des succès. Les troupes espagnoles débarquées en Sardaigne en 1717, puis en Sicile en 1718, reconquièrent ces îles autrefois espagnoles, désormais passées entre les mains des Autrichiens et des Savoyards, mais la coalition des grandes puissances européennes met provisoirement un terme aux ambitions de Philippe V d'Espagne, puisque l'Angleterre, l'empereur, la France, les Provinces-Unies forment en 1718 une quadruple alliance qui vise à mettre un terme à ces ambitions espagnoles qui, 3 ans à peine après la paix d'Utrecht, viennent à nouveau troubler le cours de la Méditerranée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de cette petite guerre initiée par les Espagnols en 1717-1718, à nouveau on va, au nom de l'équilibre, redistribuer ces territoires. C'est-à-dire que Philippe V avait repris la Sicile, qui avait été donnée aux Savoyards, qui sera finalement attribuée aux Autrichiens par décision de la paix de La Haye en 1720. Pour compensation de la perte de la Sicile par les Savoyards, on va finalement leur donner la Sardaigne, que les Autrichiens acceptent d'abandonner puisqu'ils ont récupéré la Sicile. Et ainsi de suite. Donc il y a véritablement ce jeu de redistribution, sans que jamais, naturellement, on ne consulte ni les habitants de la Sardaigne, ni les Siciliens sur leur volonté ou pas de vivre sous la domination autrichienne, savoyarde, ou pourquoi pas Bourbonne d'Espagne. Et cela contribue à creuser, vous voyez, cet finalement écart qui s'instaure par ces pratiques politiques entre la notion de souveraineté et les territoires et les peuples qu'il s'agit de gouverner. La souveraineté devenant, à la faveur de ces redistributions territoriales uniquement actées par décision politique, finalement une simple domination. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce lien qui pouvait exister de façon substantielle entre le souverain et un territoire et ses populations, ses allégeances séculaires. Cette carte méditerranéenne, elle est donc perpétuellement réorganisée. Alors on le voit, la Méditerranée du XVIIIe siècle, celle qui va voir éclore les révolutions corses, eh bien c'est une Méditerranée troublée. C'est une Méditerranée en guerre, c'est une Méditerranée dans laquelle les fidélités dynastiques, les liens entre gouvernants et population se trouvent par ces cycles de conflits profondément altérés. J'en viens à la dernière période que je voulais évoquer, qui est à partir des années 1730, en fait, dans cet ensemble méditerranéen, l'avènement d'une Méditerranée des Bourbons. C'est-à-dire que dans ce théâtre qui est finalement un théâtre de rivalité, dans lequel les principaux acteurs sont les Bourbons, mais aussi les Habsbourg, et en toile de fond la Grande-Bretagne, qui s'est constitué un réseau de bases navales qui lui permet d'intervenir en Méditerranée, Gibraltar, prise aux Espagnols, Minorque, que les Anglais vont garder jusque dans les années 1780, Livourne, qui a toujours été traditionnellement liée à l'Angleterre, et qui constitue un ensemble de bases navales qui permettent aux flottes britanniques aussi d'intervenir en Méditerranée pour servir d'arbitre dans ces luttes entre les États. Dans cette Méditerranée, donc, dans laquelle finalement combattent les puissances, les Bourbons finissent progressivement par s'imposer en scellant à la faveur des guerres qui secouent l'Europe à partir des années 1730, une alliance qui leur permet de restaurer une présence des Bourbons en Italie, achevant ainsi une sorte de contrôle des territoires européens du pourtour méditerranéen.
En effet, la période 1730-1750, qui est aussi la période des premiers soubresauts des révolutions corses, est une période qui est marquée à nouveau par des guerres en Europe. Alors des guerres qui peuvent paraître lointaines. Il y a la guerre de succession de Pologne entre 1733 et 1738, la guerre de succession d'Autriche entre 1740 et 1748, mais ces guerres dont l'origine est plus au nord ont un impact sur les enjeux méditerranéens, puisque les Bourbons coalisés, Bourbons de France et Bourbons d'Espagne, profitent de ces conflits européens pour renforcer leur présence en Méditerranée. La guerre de succession de Pologne permet à l'alliance des Bourbons de France et d'Espagne de s'installer à Naples et en Sicile. Don Carlos, infant d'Espagne, appuyé par les armées espagnoles et les armées françaises, entreprend en 1734-1735 la conquête de Naples et de la Sicile, réalisant ainsi le vieux rêve de son père Philippe V de récupérer ces territoires traditionnellement espagnols. Et c'est ainsi que se fonde la branche des Bourbons de Naples qui s'installe donc dans le sud de l'Italie. Et puis la guerre de succession d'Autriche, quelques années plus tard, permet en fait aux Bourbons de s'installer cette fois-ci à Parme et en Plaisance, et à Plaisance dans le nord de l'Italie, donc achevant en quelque sorte de contrôler ce littoral méditerranéen depuis l'Espagne, la Catalogne, en passant par la France, Parme, donc à l'intérieur des terres, mais proche de Gênes, avec lesquels les Bourbons vont renforcer en fait leurs liens, et puis enfin, donc Naples et la Sicile. Le renforcement de cette présence des Bourbons en Méditerranée change naturellement les équilibres géopolitiques. Ceci était plutôt favorable aux Habsbourg d'Autriche dans le sillage de la guerre de succession d'Autriche, de la guerre de succession d'Espagne. Ils deviennent en fait plus favorables aux Habsbourg à partir de la guerre de succession de pardon, ils deviennent plus favorables aux Bourbons à partir de la guerre de succession de Pologne. Autrement dit, et j'en arrive à ma conclusion, hein, nous avons survolé en fait un demi-siècle d'histoire. D'abord pour souligner à quel point la Méditerranée occidentale, certes débarrassée en grande partie de la menace ottomane ou barbaresque, reste au XVIIIe siècle un lieu de tension et de conflit. Et de ce point de vue-là, c'est le premier lien que l'on peut faire avec les révolutions corses. En fait, ce cycle de révolution qui commence à partir de 1729, par une révolte antifiscale finalement assez classique, mais qui va devenir révolution donc dans les décennies qui suivent, ce cycle participe en fait de ces tensions et de cette conflictualité qui caractérise la Méditerranée occidentale à cette époque. C'est le premier point de lien. Mais ces révolutions corses vont aussi profiter d'une sorte de liquéfaction qui s'instaure au début du XVIIIe siècle des notions de souveraineté et de légitimité. Cette liquéfaction des notions de souveraineté, elle est favorisée par la démultiplication des revendications et des ambitions territoriales en Méditerranée occidentale. Vous voyez, on voit bien les Habsbourg, les Bourbons, les Savoyards, tout le monde se met à revendiquer des territoires. Et elle est aussi favorisée, cette liquéfaction de la notion de souveraineté, par cette incessante redistribution des territoires et des peuples, indépendamment de leur consentement, entre les dynasties et les souverains, qui brouille en fait le lien entre le gouvernant et le gouverné. Et ce brouillage, en fait, des fondements même de la souveraineté en Méditerranée occidentale, naturellement, joue un rôle considérable au moment de la révolte des Corses contre la République de Gênes. Enfin, le déroulement des révolutions corses, et c'est le tout dernier point de ma conclusion, ce déroulement des révolutions corses apparaît indissociable aussi de cette évolution des équilibres géopolitiques en Méditerranée que je viens de vous retracer. En effet, face aux premiers troubles corses, les Génois vont d'abord solliciter les Autrichiens. Ce sont les Autrichiens qui vont débarquer en Corse pour y rétablir, au nom de la République de Gênes,
le calme et la sécurité. Or, cela traduit, en fait, lorsque les Génois, les Autrichiens interviennent au début des années 1730, la domination que les Habsbourg continuent d'exercer sur la Méditerranée dans le sillage de la paix d'Utrecht. Et paradoxalement, à cette époque, c'est vers les Espagnols que les insurgés corses vont chercher des premiers soutiens qu'ils n'obtiendront pas parce que Philippe V a d'autres objectifs en fait en Méditerranée. Mais à partir du moment où s'instaure la Méditerranée des Bourbons, s'opère un renversement. Lorsque les Bourbons se rendent maîtres de Naples et de la Sicile et supplantent ainsi les Habsbourg dans la domination de la région, eh bien c'est vers les Bourbons que se tournent les Génois, au point de s'allier officiellement à eux en 1746 dans la guerre de succession d'Autriche. Et c'est à l'inverse, donc c'est ainsi que finalement à partir de la fin des années 1730, les Français vont se lancer dans ce cycle d'intervention dans les révolutions corses qui va finir par aboutir en 1768 et 1769, naturellement à cette annexion de la Corse par les Français. Et à l'inverse, on verra les révoltés corses, les insurgés corses, se tourner de plus en plus vers les adversaires des Bourbons. Et donc, notamment, chercher appui du côté de l'Angleterre, avec des liens étroits, qui sont ici pleinement manifestes, au musée de Monrosa, il y a dans la maison de Paoli, des liens très étroits qui se tisseront entre une partie des insurgés corses et l'Angleterre. Donc on voit bien, finalement, et je conclus, loin d'être un événement isolé, les révolutions corses participent aussi clairement de la grande histoire méditerranéenne du XVIIIe siècle, entretenant avec celle-ci des effets de résonance qui font de ce cycle d'insurrection corse un événement, à mon sens, décisif et central de cette histoire méditerranéenne du XVIIIe siècle. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci Giraud, c'était très intéressant. Et je pense qu'il y a des éléments qu'il faudra un petit peu revoir, notamment la question justement de l'intervention des impériaux et des Français. On le voit de manière claire dans les documents, notamment turinois, où on voit d'une certaine façon la rediscussion et le fait que les Français sont très très mécontents de l'intervention de 1731-32. Hein, on le voit parce qu'ils disent pourquoi eux et pas nous. Bon, donc il y a tout cette. Donc je pense que c'est en tout cas bien lancé les propos.